Ça a commencé par un essai, par curiosité. Mais maintenant, nous sommes accros. Il nous tue lentement, chair et âme. C'est le maître. Et nous sommes, mesdames et messieurs, ses esclaves. Bienvenue sur Identité, mesdames et messieurs. Chapitre 3. Comment fonctionnent les addictions ou l'âme dépendante? Avez-vous déjà fait le mal que vous ne vouliez pas faire? En promettant ensuite de ne plus jamais retomber dedans, Dieu seul connaît le nombre de fois. Vous êtes-vous déjà demandé, qu'est-ce qu'une addiction? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres accros? Comment fonctionne une addiction? Quels sont les types spécifiques d'addiction et comment opère-t-elle en nous? Et enfin, comment pouvons-nous résoudre le problème des addictions? Le terme addiction vient du latin addicere, qui signifie attribuer à, donnant son sens traditionnel inoffensif d'activité généralement à but positif. À l'époque de Shakespeare, c'était défini comme la chose passionnée que quelqu'un fait de tout son être. Ou selon d'autres sources, un addict serait un mentoré signant un engagement à suivre l'enseignement de son mentor. C'est pourtant dans l'Empire romain qu'un addict, addictus en latin, était considéré comme un individu qui, ayant fait défaut sur une dette, était cédé à son créancier comme esclave. C'est de là que dérive la définition conventionnelle d'une addiction. En résumé, c'est une relation esclave et maître. Qu'est-ce qu'une addiction au XXIe siècle? Pour le dire simplement, une addiction est la pratique compulsive d'un comportement, malgré les conséquences négatives du comportement sur l'individu dépendant et sur son entourage. Mais nous absorbons tous des substances où nous livrons à une certaine forme d'activité. Cela signifie-t-il que nous sommes tous accros à ces choses? Bien sûr que non. Nous mangeons tous de la nourriture, mais n'en sommes pas tous dépendants. En passant, même des activités saines comme l'exercice physique peuvent devenir addictifs. Comment tracer la ligne entre un comportement normal et une addiction? Pour qu'une substance ou un comportement crée une dépendance, il doit y avoir de la douleur, de l'envie et des rechutes. La douleur provient des conséquences négatives que le comportement a sur l'individu accro et sur son entourage. L'envie, craving en anglais, provient du recablage de certaines structures cérébrales dues au comportement. La rechute résulte de l'incapacité à résister aux symptômes de manque et de sevrage. La combinaison de ces trois caractéristiques constituera une addiction. Le docteur Gabor Maté, expert en addiction, va même plus loin en disant que même si vous prétendez être passionné par l'exercice d'une activité particulière, et même lorsque la société est de votre côté, à partir du moment où ces caractéristiques sont présentes, vous pouvez vous considérer accro. En d'autres termes, votre passion ne doit causer de tort à personne. Il utilise une bonne question à cet égard. Qui est responsable, vous ou le comportement? Si vous n'êtes pas responsable, alors vous êtes accro. Maintenant que ceci est dit, essayons de voir les causes des dépendances un peu plus en profondeur. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais en tant qu'amateur de chimie, mesdames et messieurs, vous livrer ce que l'on peut appeler une réaction d'addiction. Dans une réaction d'addiction, les éléments sont un organisme sensible et une substance ou un comportement avec des potentiels addictifs, et les facteurs susceptibles de favoriser la réaction seront l'environnement, l'âge et le stress. Comme dans une réaction chimique, un bon dosage de tout donne des quantités variables d'addiction. Cela étant dit, parlons un peu plus des causes d'addiction. Comment est-il possible qu'une nécessité comme la consommation alimentaire puisse devenir la porte vers la mort? La réponse se trouve dans la douleur et le plaisir. En supposant que nous avons tous une idée de la douleur physique ou psychologique, parlons un instant du nourrisson. Bien que nous soyons tous vulnérables à la souffrance, les enfants n'ont pas développé de mécanismes particuliers pour contrer les douleurs. Comparés aux adultes, ils sont plus vulnérables à la souffrance. Cela a à voir avec le fait que l'homme, comparé à d'autres animaux, et à cause de certaines raisons évolutives, est né prématuré, ce qui a des implications. Premièrement, cela signifie que nous recevons moins de nos parents en termes de gènes, et bien que nous puissions leur ressembler et reproduire la plupart de leurs habitudes, ce que nous devenons est déterminé par la société dans laquelle nous vivons. Deuxièmement, les bébés prématurés sont extrêmement vulnérables aux menaces de l'environnement. Ils auront besoin de l'aide et du soutien des personnes âgées pour pouvoir survivre. Le temps dont ils ont besoin pour obtenir de l'aide dépendra du degré de développement de leur mécanisme de survie et de défense. Un serpent, par exemple, peut entendre, voir, bouger et chasser dès sa naissance. Il sera donc indépendant dès cet instant,
bien qu'il y ait très peu d'exceptions comme les pythons et les vipères. Les jeunes enfants, en revanche, ne peuvent pas se défendre, ce qui les rend extrêmement dépendants des adultes qui les entourent pour leur soutien. Si les gènes de nos parents représentent la graine, l'environnement représente le soleil, l'eau et les soins de jour donnés pour la germination de cette graine. Ce que nous devenons dans la vie est principalement le reflet de ce dont nous nous sommes nourris dans la société. La graine nous dit quelle plante va germer, mais l'environnement nous dit quelle sera la qualité de la plante germée. Un enfant négligé ou maltraité sera soit inauthentique pour se faire aimer, soit cherchera quelque chose pour apaiser sa douleur. Et ces alternatives ont un impact sur ces régions du cerveau qui sont tout importantes pour notre survie. Alors, regardons ces régions du cerveau. Recablage du cerveau, la neurochimie des addictions. Comme le diraient de nombreux neuroscientifiques, le cerveau est un système puissamment complexe et jusqu'à présent la structure biologique la plus compliquée et la moins comprise qui existe sur Terre. Il se compose d'environ 80 à 100 000 milliards de cellules nerveuses, chacune ramifiée ou connectées les unes aux autres. De plus, il existe des milliards de cellules de soutien appelées gliales, qui aident le neurone à prospérer et à fonctionner. L'espace entre deux cellules nerveuses s'appelle une synapse et se trouve en milliers de milliards. L'activité de ces réseaux de circuits produit des millions de schémas de tir à chaque instant de notre vie. Et comme vous pouvez le deviner, tout ce qui concerne l'addiction se passe dans le cerveau. 3 parties du cerveau sont impliquées dans le processus d'addiction: l'appareil opioïde, le système d'incitation-motivation et le système d'autorégulation du cerveau. L'appareil opioïde. Parmi toutes ces utilisations, ce qu'il faut retenir dans le cadre de l'addiction est qu'elle est très importante pour l'attachement et le lien, ce qui est particulièrement important pour notre survie, notamment celle des jeunes mammifères. Les endorphines, qui sont considérées comme nos narcotiques naturels, sont libérées de l'hypothalamus et de l'hypophyse vers l'appareil opioïde pour apaiser la douleur. Ils sont naturellement produits par les parents mammifères et les nourrissons lorsqu'ils sont attachés les uns aux autres. L'endorphine est, en d'autres termes, le produit chimique de l'amour. Il est libéré chez les jeunes mammifères chaque fois que l'attachement est présent. Chez la mère mammifère, en plus de l'endorphine, il y a aussi la présence d'oxytocine pour empêcher la tolérance de l'endorphine produite naturellement. L'absence de ces substances chimiques dans le cerveau des mammifères adultes entraîne un manque d'attachement parent-enfant. C'est pour cela que des substances notoirement addictives comme la morphine et l'héroïne, ayant les mêmes structures chimiques que l'endorphine, sont utilisées comme substitut à l'attachement. Gardez également à l'esprit que la douleur physique et émotionnelle est ressentie dans la même zone du cerveau, le cortex singulaire antérieur. Il est tiré pour les deux douleurs. Pour cette raison, une douleur émotionnelle comme la séparation ou l'isolement doit être apaisée par les endorphines, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Si la douleur ressentie par un jeune mammifère comme la séparation est bien prise en charge, les endorphines sont libérées. Sinon, l'enfant cherche une autre issue ou meurt de solitude. Ce système est important pour la motivation telle qu'elle est écrite, et pour être motivé par quelque chose, il faut être curieux à propos de ce quelque chose. Mais être accro tue votre système de motivation incitative au point où vous n'avez aucun intérêt pour toute autre forme d'activité qui pourrait être dans votre propre intérêt. La dopamine, après sa découverte en 1957 par Kathleen Montagu, était considérée comme la molécule du plaisir. Mais des études ultérieures ont révélé que ce n'était pas le cas. La dopamine, pour être clair, c'est la raison pour laquelle nous nous intéressons à certaines activités et non la raison pour laquelle nous apprécions ces activités. L'euphorie que nous ressentons provient des neurotransmetteurs qui nous font entrer dans l'instant comme les endorphines ou la sérotonine. La dopamine nous donne l'envie de commencer de nouvelles activités, mais n'a rien à voir avec le plaisir tiré de ces activités. Vous savez ce que signifie être défoncé au moment où vous êtes défoncé. Vous savez ce qu'est l'orgasme sexuel au moment où vous avez des relations sexuelles ou vous masturbez jusqu'au point de l'orgasme. En dehors de cela, tout ce que vous ressentez n'est qu'une jouissance potentielle. Et seul Dieu connaît la distance entre le potentiel et l'actuel. Notez la différence entre envie et jouissance. La dopamine provoque le besoin impérieux tandis qu'un neurotransmetteur orienté vers le présent comme l'endorphine provoque le plaisir. Chaque fois qu'il y a un stimulus, la dopamine principalement produite dans l'aire tegmentaire ventral
se déplace d'un neurone à l'autre, à travers l'espace synaptique jusqu'à ce qu'elle ne soit recaptée par le neurone d'origine. C'est le temps passé dans l'espace synaptique qui excite et nous donne cette sensation de plaisir. Mais la dopamine ne produit pas le plaisir. Il est, comme le disent les scientifiques, basé sur des prédictions et des erreurs. C'est la différence entre ce que nous prévoyons vivre et ce que nous vivons. Il est responsable du fait que vous rêviez du paradis, mais n'est jamais impliqué dans ce paradis. Il y a du plaisir dans la poursuite du paradis, mais rien de grand au paradis en lui-même pour la dopamine. La dopamine est utile pour tout ce que vous attendez de la vie, et c'est précisément parce que vous attendez que de bonnes choses se produisent dans la vie que vous pensez que la vie en vaut la peine d'être vécue. Surtout si l'avenir idéalisé, c'est le paradis. Dites-moi, qui ne voudra pas mourir si la certitude de la mort est le paradis? C'est le rôle de la dopamine. Il donne l'illusion que la prochaine sera la bonne. C'est un bon allié pour nous déplacer dans l'inconnu. Mais cette même dopamine qui nous motive à aller sur la Lune crée une illusion complètement hors de portée. C'est pourquoi un comportement évolutif important comme le sexe peut devenir si addictif, car la dopamine connaît une seule chose, plus. Selon lui, il n'y a jamais assez de rien. Si quelque chose est en abondance, la dopamine agira comme si elle finira demain ou dans les prochaines secondes. La chose la plus importante pour la dopamine est de maximiser le nombre de ressources dont vous disposez pour l'avenir, en particulier celles qui sont importantes pour l'évolution. Et il le fait en montrant que l'avenir sera meilleur que le présent. La dopamine, cependant, n'est pas une mauvaise chose en soi. Avec moins de dopamine produite par le cerveau, nous nous sentons moins motivés et plus déprimés. Le problème survient lorsque la dopamine réagit principalement à des substances ou à des comportements qui ne nous sont pas utiles et qui peuvent même être néfastes à long terme. C'est nécessaire pour notre survie. Nous ne devons pas le laisser s'accrocher au mauvais maître. Le cortex préfrontal, le système d'autorégulation. C'est la partie rationnelle du cerveau. Il nous dit quand nous devrions nous diriger vers quelque chose et quand nous ne devrions pas. Il nous indique quel serait l'avantage de l'un contre l'autre. Cela en fait la zone d'autorégulation du cerveau. Le cortex préfrontal est la partie du cerveau qui va argumenter contre les promesses illusoires de la dopamine. Mais il a ses limites en matière d'addiction. Comparé aux autres systèmes cérébraux impliqués dans l'addiction, c'est notre seul allié et une de nos chances de sortir de l'addiction. Malheureusement, cette partie du cerveau qui est censée nous permettre de sortir de la dépendance est altérée par celle-ci. Sa déficience nous rend incapables de prendre de bonnes décisions pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, surtout lorsqu'il s'agit d'éviter les indices liés à l'addiction ou tout simplement d'y tomber. Ce qui se passe ensuite, c'est que le cycle de l'addiction sera très difficile à briser lorsque cette partie est altérée. Dans le cadre de l'addiction, on peut considérer notre cerveau comme le champ de bataille entre la dopamine et le cortex préfrontal. Chez un addict, la dopamine est la gagnante. Résumons tout. Presque toutes les substances ou tous les comportements peuvent devenir addictifs à condition que les éléments suivants soient appliqués. La douleur, l'envie et les rechutes. Le stress intensifie la douleur de l'âme accro, ce qui intensifie l'addiction. Les chaînes de l'addiction sont ancrées profondément en nous, pour certains d'entre nous, depuis l'enfance. Une addiction est en soi très difficile à identifier car elle est douée pour se déguiser en quelque chose d'autre. Au début, la substance ou le comportement agit comme un ami sur lequel nous pouvons compter pour apaiser notre douleur. Mais elle est la source de la douleur. Il se fait le seul moyen de sortir de la douleur, le seul remède à la souffrance de la vie, et l'esprit dépendant vit dans ses illusions perpétuant la douleur. Ensuite, le cerveau qui contient la douleur doit trouver la source de la douleur et fournir une solution à cette douleur. Pour paraphraser Marcel Proust, c'est comme si l'objet que vous cherchez est la chose avec laquelle vous cherchez. Une addiction est un démon qui s'introduit lentement dans votre maison. Et ce n'est qu'une question de temps pour qu'il vous atteigne au plus profond de l'âme. Un addict, pour emprunter aux Romains, est redevable à lui-même. Il paye la dette par la servitude. J'aimerais terminer la première partie avec ces questions. Faites-vous le mal que vous ne vouliez pas faire? Échouez-vous à faire le bien que vous vouliez faire? Êtes-vous accro? Eh bien, j'espère que vous avez une réponse.
À la prochaine pour la deuxième partie.